Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir l'homéostasie phosphocalcique. L'homéostasie phosphocalcique désigne les processus et les mécanismes de régulation qui permettent au corps de maintenir les concentrations de phosphore ou de phosphate et de calcium à des valeurs plus ou moins stables pour maintenir l'équilibre. Cette régulation concerne généralement un peu plus le calcium que le phosphate, comme nous le verrons dans cette vidéo. Cet équilibre est indispensable pour permettre au phosphate et au calcium de réaliser leurs fonctions très importantes. Le calcium, par exemple, joue plusieurs rôles, notamment dans la signalisation cellulaire, la contraction, la coagulation et enfin l'excitabilité des neurones. Le phosphore, sous forme principale de phosphate, est lui aussi utilisé dans plusieurs fonctions, notamment la formation des membranes pour les phospholipides, l'apport de l'énergie sous forme d'ATP notamment, la signalisation cellulaire, les activités enzymatiques telles que les phosphatases et les phosphorylases, et enfin l'équilibre acido-basique, par exemple le système phosphate monosodique, disodique. Comparons maintenant l'apport, l'excrétion et enfin la répartition de ces molécules. L'apport en calcium et en phosphore est le même et il est d'environ 1000 mg par jour ou 1 g par jour. Par contre, ces minéraux ingérés ne sont pas totalement absorbés au niveau intestinal. Par exemple, seulement 35% de calcium, c'est-à-dire 350 mg, sont absorbés par jour. Et une partie, environ 150 à 250 mg, sont excrétés par l'intestin. Pour le phosphate, ou le phosphore, c'est environ 650 mg d'absorption et pas d'excrétion, mais vous pourrez trouver des valeurs différentes selon la source. L'absorption de ces deux minéraux, et surtout celle de calcium, est, comme on le verra tout à l'heure, maximale en présence de vitamine D. L'élimination du calcium est d'environ 800 à 900 mg au niveau fécal et 100 à 200 mg au niveau urinaire. Pour le phosphore, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'élimination fécale de 350 mg est inférieure à celle urinaire de 650 mg. Parlons maintenant de la répartition du phosphate et du calcium dans l'organisme. En ce qui concerne le calcium, environ 99% du calcium est stocké dans l'os, et puisque l'organisme contient environ 1 à 1,5 kg de calcium, l'os contient environ 1 à 1,5 kg de calcium. 500 mg de ce calcium osseux est échangé entre l'os et le milieu extracellulaire. 0,9% de calcium sont retrouvés au niveau intracellulaire et enfin la dernière partie, c'est-à-dire 0,1%, est retrouvée au niveau du milieu extracellulaire. Cette portion est elle-même divisée en différentes fractions. La fraction non diffusible, et qui constitue environ 40 à 44%, est représentée par du calcium lié à des protéines plasmatiques, notamment l'albumine. La fraction diffusible est quant à elle représentée par environ 10% de calcium complexé à des anions tels que le citrate et le phosphate et 50% de calcium sous forme ionisée. Et c'est cette dernière qui constituera la forme active. Passons maintenant au phosphate. L'organisme contient environ 800 g de phosphate, retrouvé environ de 85 à 95% dans les os, sous forme d'hydroxyapatite. L'autre partie est retrouvée dans les compartiments intra- et extracellulaires sous forme de phospholipides, d'ester de phosphate et enfin ionisée sous forme de phosphate inorganique. Cette homéostasie phosphocalcique est régulée par plusieurs hormones et facteurs locaux, notamment la PTH, la vitamine D et enfin la calcitonine, mais aussi le facteur FG23 qui est un facteur local. Et ce contrôle se fait sur trois principaux organes responsables de la régulation, et ce sont l'intestin, les os et enfin le rein. Avant de voir l'action de ces différentes hormones, parlons brièvement de la structure osseuse et du remodelage osseux. Il existe sur le plan histologique deux types d'os. L'os cortical ou compact, qui constitue la plus grande partie du squelette, et il constituera notamment l'essentiel des os longs. Et l'os trabéculaire,
ou spongieux qu'on retrouve par exemple au niveau des vertèbres. Quand on parle d'os spongieux ou d'os compact, l'os contient habituellement des constituants organiques et des constituants inorganiques, ou selon les classifications de cellules et de matrices extracellulaires. La matrice extracellulaire comporte à son tour une fraction organique qu'on appelle parfois le matériau ostéoïde et qui constitue environ 30 à 35% de la matrice. Elle est constituée essentiellement de protéines fibreuses, notamment le collagène et précisément le collagène de type 1, et une substance fondamentale formée par des protéoglycanes et des glycoprotéines. Ces différents constituants sont sécrétés par les ostéoblastes. La seconde fraction est la fraction inorganique ou minérale, représentée essentiellement par des sels minéraux qui se déposent sur la matrice et qui peuvent se convertir en cristaux d'hydroxyapatite. Ces derniers interagissent avec l'ostéoïde, formant la matrice osseuse minéralisée. Les cellules osseuses sont quant à elles représentées par trois principales cellules. Les ostéocytes, qui sont situés dans de petits espaces vides ou lacunes dans la matrice minéralisée. Elles présentent de longs prolongements ou canalicules en contact avec les ostéoblastes et les ostéoclastes. Ces cellules sont responsables de la régulation du remodelage osseux, notamment en réagissant aux stimulus mécaniques. Les ostéoblastes, qui sont des cellules qui se différencient à partir des cellules souches mésenchymateuses, ces dernières sont responsables de la formation osseuse en présence notamment de facteurs hormonaux et de facteurs régulateurs locaux. La différenciation des cellules souches en ostéoblastes nécessite la présence de facteurs de transcription spécifiques des ostéoblastes, notamment le facteur CBFA1. Enfin, le dernier type de cellules est représenté par les ostéoclastes, qui se différencient à partir des cellules souches hématopoïétiques appartenant à la lignée des monocytes macrophages, et ceci sous la dépendance de la triade RANK, RANKL et OPG, ou ostéoprotégérine, et en présence du facteur MCSF. Lorsque le taux d'ostéoprotégérine augmente, il y a diminution de la différenciation vers la voie ostéoclastique, c'est-à-dire que l'ostéoprotégérine a un effet de protection contre la résorption. Le remodelage osseux désigne l'alternance entre les processus de résorption et de formation osseuse. L'homéostasie phosphocalcique repose sur l'équilibre entre l'absorption intestinale, l'excrétion et la réabsorption rénale, et enfin le remodelage osseux. Cet équilibre est maintenu non seulement par des facteurs locaux, mais aussi par des facteurs hormonaux. Les principales hormones sont la parathormone, ou PTH. Cette dernière est un peptide de 84 acides aminés, sécrété par 4 glandes parathyroïdes situées au niveau de la face postérieure de la glande thyroïde. Cette hormone est excrétée en réponse surtout à l'hypocalcémie, mais à plus long terme, elle peut être excrétée aussi en réponse à la carence en calcitriol ou vitamine D3, l'hyperphosphatémie, mais aussi le taux de magnésium sanguin. Une légère diminution stimule la sécrétion de PTH, mais une hypomagnésémie inhibe cette dernière. L'action de la PTH consiste en une augmentation de la calcémie et une diminution de la phosphatémie. Et ceci se fait par une augmentation de la résorption osseuse. La PTH a pour fonction principale de stimuler la formation de RANK ligands par les ostéoblastes, ce qui permet un recrutement et une différenciation ostéoclassique. Ceci induit donc une résorption et par conséquent une augmentation de la calcémie et de la phosphatémie. Au niveau rénal, la PTH induit une augmentation de la réabsorption du calcium au niveau du tubule distal. En même temps, elle induit une diminution de la réabsorption de phosphate essentiellement au niveau du tubule proximal, ce qui induit une augmentation de l'excrétion de phosphate. Toujours au niveau du tubule proximal, on a augmentation de la production de la vitamine D3 active par activation de l'enzyme 1-alpha hydroxylase. Et par le biais de cette hormone, c'est-à-dire la vitamine D3,
La PTH permet une augmentation de l'absorption intestinale, principalement de calcium. La seconde hormone de contrôle de l'homéostasie est la vitamine D. La 1-alpha-hydroxylase rénale, comme on vient de le dire, est l'enzyme clé pour la régulation de la sécrétion de la vitamine D. Cette enzyme est stimulée par la PTH, la diminution de la calcémie, une diminution de phosphorémie ou de phosphatémie, et enfin une diminution du taux de vitamine D, qu'on pourrait voir comme étant un certain mécanisme de rétrocontrôle. La vitamine D, comme pour la PTH, est aussi hypercalcémiante, mais hyperphosphatémiante, à la différence de la PTH. Le rôle le plus important de la vitamine D est d'augmenter l'absorption intestinale de calcium, principalement, et un peu moins de phosphate. Et au niveau osseux, la vitamine D permet d'augmenter la production du RANK ligand, ce qui permet d'augmenter la différenciation ostéoclastique. Elle permet aussi de potentialiser l'effet de la PTH en augmentant le nombre de transporteurs calciques, ce qui permet donc une sortie plus grande de calcium à partir du tissu osseux. La vitamine D peut aussi agir faiblement sur la réabsorption rénale du calcium et du phosphate. Enfin, la dernière hormone est la calcitonine, qui est un peptide de 32 acides aminés synthétisé par les cellules C de la thyroïde en réponse à une augmentation de la calcémie. La calcitonine n'est pas très importante dans les situations physiologiques, mais elle a pour effet principal de diminuer la résorption, ce qui permet de diminuer la calcémie. Elle a aussi un effet mineur sur le phosphore, permettant une hypophosphorémie ou une hypophosphatémie, puisque le phosphore est, comme je l'ai dit tout à l'heure, retrouvé sous forme de phosphate. La calcitonine peut agir sur l'intestin et le rein, permettant de maintenir la calcémie et la phosphatémie basses. D'autres hormones peuvent aussi intervenir dans le métabolisme phosphocalcique au cours de certaines situations physiologiques, notamment les stéroïdes sexuels qui diminuent la résorption osseuse, notamment en diminuant la sécrétion de certaines cytokines, telles que l'interleukine 1, l'interleukine 6 ou le TNF-alpha. Les glucocorticoïdes, dont l'effet varie selon la quantité, à forte dose par exemple, ils induisent une résorption osseuse et une diminution d'absorption intestinale de calcium. L'hormone de croissance GH et les IGF-1 qui stimulent la formation osseuse en agissant sur les ostéoblastes, mais ils pourraient aussi agir sur les ostéoclastes. Les hormones thyroïdiennes dont l'effet varie selon l'âge et la quantité. Elle induit habituellement chez les enfants une augmentation de la minéralisation osseuse. Par contre, chez les adultes, l'hormone thyroïdienne augmente la résorption osseuse. Enfin, l'insuline permet d'augmenter la formation. Récapitulons. Le calcium et le phosphore interviennent dans plusieurs fonctions essentielles à l'organisme. Pour ceci, il faut que leur concentration soit maintenue à des valeurs plus ou moins constantes grâce à des processus d'homéostasie, faisant intervenir 3 principales hormones, la PTH, la vitamine D et enfin la calcitonine. Ces dernières pourront alors réguler les concentrations hormonales de calcium et de phosphore, soit en augmentant ou en diminuant la réabsorption intestinale et rénale, ou en favorisant la résorption osseuse ou son inhibition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.